Cette période importante pour beaucoup d'entre vous, je suis le dimanche 14 novembre et j'ai l'intention de vous donner un petit coup d'accélérateur sur votre dernière ligne droite. Je vais passer en revue d'abord l'UV3, qui est l'UV la plus importante, puisqu'elle a un coefficient 4, qui a une note éliminatoire inférieure à 10. Je vais vous rappeler que la soutenance, c'est une pièce de théâtre. Il faut donc vous comporter comme tel et dire dans cette pièce de théâtre des propos qui seront appréciés par le jury. C'est 4 parties dans un exposé de soutenance qui dure 10 minutes. C'est d'abord rappeler votre nom et prénom et le thème de votre mémoire. C'est absolument indispensable. Voire associer non pas votre ville, mais votre région et votre pays. Ensuite, c'est de présenter par un diaporama rapidement qui accompagne votre exposé, votre cursus académique et non pas scolaire, comme certains me disaient voici encore quelques années, académique et professionnel, sans citer de nom de cabinet, simplement la taille du cabinet. Éventuellement cabinet normal, cabinet traditionnel, grand cabinet international, pointe à la ligne. Ensuite, pourquoi j'ai fait ce mémoire? Ça, c'est la deuxième. Troisième aspect, les apports scientifiques, c'est-à-dire toutes les recherches qui ont été effectuées pour ce mémoire. Et la quatrième partie qui sera aidée par votre diaporama qui va dérouler les mots principaux et non pas des pavés comme malheureusement certains le font encore, des pavés extraits de votre mémoire que vous collez sur le diaporama. C'est pas ça, c'est les mots forts. Ou alors, comme certains l'ont fait, en plus du diaporama, à cet instant, vous remettez au jury votre brochure dans laquelle vous avez exposé la manière, les recherches, le plan de votre intervention pour les apports techniques qui sont des apports sur l'aspect réalité technique, comptable et fiscale qui peut servir tous les collaborateurs du cabinet, les apports techniques, et tous les collaborateurs des services comptables, tandis que les apports professionnels doivent servir la direction du cabinet d'expertise comptable. Ensuite, on va échafauder le fait que votre soutenance doit toujours se terminer par un sourire du candidat, sourire alimenté par une citation dont beaucoup ont choisi M. Canesi ou M. Olivier, c'est un bon choix, mais il y a tellement d'autres auteurs comme Confucius qui a choisi Rosa pour terminer avec le sourire, toujours le sourire qui doit vous abriter. N'ayez pas la figure de celui qui va à un enterrement, c'est pas un enterrement, c'est peut-être l'une des plus belles journées de votre vie professionnelle que vous allez passer lors de cette soutenance. Je vais passer en revue les principales questions qui peuvent être posées. Exemple, monsieur, vous avez fait un mémoire absolument orienté vers l'expertise comptable. D'après vous, peut-il servir au cabinet de commissaire aux comptes? Madame, monsieur, oui, mon mémoire a une dominante, c'est l'expertise comptable, mais moi, j'aime autant les missions d'expertise comptable que les missions de commissaire aux comptes. À un moment donné, il est évident que le commissaire aux comptes a quand même des missions bien définies. Un certain nombre de parties de mon mémoire que j'ai parlé au niveau de la diligence, de la confiance, peuvent être partagées par le commissaire aux comptes, mais il y a un certain nombre de parties où j'évoque le conseil qui n'ont pas, a priori, à être utilisées par le commissaire aux comptes. Mais pour assurer au travers de votre question, j'ai bien sûr l'expérience du commissariat et de l'expertise comptable, et j'applaudis des deux mains la France qui a décidé de faire 2 instances qui me paraissent tout à fait justifiées par rapport à l'ensemble des autres pays qui n'ont qu'une seule instance. Monsieur, vous avez fait un mémoire sur le commissaire aux comptes, monsieur Gildas. Pensez-vous que ce mémoire peut servir à l'expert comptable? Écoutez, madame, monsieur, oui, j'ai fait un mémoire avec une dominante commissaire aux comptes, puisque dans mon pays, le commissariat aux comptes a besoin aussi de se revaloriser, comme il a besoin de se revaloriser en France après la loi PAC. Mais je me félicite d'apprendre que par la loi PAC,
tous les commissariats aux comptes qui devaient disparaître n'ont pas disparu et que la confiance que prône M. Olivier, le nouveau président, se justifie parce que beaucoup de missions qui devaient s'arrêter ont été reprises volontairement par les dirigeants. Par contre, mon mémoire qui a développé un certain nombre de techniques d'audit légal ne peuvent pas être totalement reprises par un expert comptable, mais il est évident que l'audit contractuel, j'en fais également en tant qu'expert comptable, et que sans dire que mon mémoire peut intégralement être repris par l'expert comptable, je dirais qu'il est plus facile pour un expert comptable de lire mon mémoire qui est orienté vers le commissaire aux comptes que vice-versa, puisque dans un souci de travail, il est évident que tout le monde a besoin de savoir comment un commissaire aux comptes travaille, et moi j'ai voulu apporter à ma manière des modestes contributions pour faire évoluer le métier de commissaire aux comptes. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé une étude INSEE? Écoutez, madame, monsieur, personnellement, je considère que le rôle de l'expert comptable est de plus en plus important au niveau des conseils à apporter. Et moi, je dirais qu'il y a des conseils avant, pendant et après. Je m'explique. Les conseils avant, c'est d'essayer d'aider un futur créateur d'entreprise qui vient nous voir à faire une très belle étude de marché. Et nous avons la chance en France d'avoir les deux organismes les plus performants du monde. C'est en particulier l'INSEE et le CREDOC. Grâce à ces organismes, nous pouvons disposer d'informations hyper pertinentes. Exemple, nous sommes ici à Arcueil. Quel est, par exemple, le nombre de coiffeurs sur Arcueil? Quel est le chiffre d'affaires par salarié en coiffure sur Arcueil? Quel est le chiffre d'affaires par mètre carré de surface de vente en salon de coiffure à Arcueil? Eh bien, toutes ces données qui vous paraissent des données très précises, très techniques, peuvent être communiquées par l'un des deux organismes. Et moi, aujourd'hui, dans notre cabinet, nous avons des conseils, nous avons des liens permanents avec l'INSEE, avec le CREDOC, à qui nous avons aussi des abonnements potentiels pour aider nos clients à mieux connaître leur marché, à mieux le pénétrer. Et j'ajouterai en France que nous avons deux organismes qui malheureusement pourront disparaître ou pourraient disparaître. C'est les centres de gestion agréés d'un côté pour les commerçants, les artisans et les agriculteurs, et de l'autre côté, les associations agréées. Elles nous fournissent des statistiques que nous, cabinets comptables, nous reprenons intégralement pour pouvoir échafauder les plans prévisionnels de nos clients. À quoi sert, monsieur, votre bibliographie? La bibliographie, monsieur, sert à deux choses. D'abord, de pouvoir justifier toutes les recherches que j'ai accomplies sur les ouvrages que j'ai conseillés. D'ailleurs, j'ai indiqué sur ma bibliographie les pages qui concernent forcément mon mémoire, sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. J'ai voulu aussi informer davantage les lecteurs de mon mémoire qui auraient ambition d'aller beaucoup plus loin que l'étude que j'ai effectuée sur 100 pages, alors que les ouvrages ont été beaucoup plus précis. J'ai mis des mémoires, j'ai mis des thèmes de doctorat qui ont été développés dans les pays en particulier africains, mais qui laissent apparaître de nombreuses informations. Alors, vous me demandez la différence et vous me demandez aussi quels sont vos apports. Alors, mes apports, madame, monsieur, sont de trois catégories. Sont les apports scientifiques, techniques et professionnels. Vous connaissez, puisque j'en ai parlé voici quelques minutes, la différence des trois catégories d'apports. Et tout au long de ce mémoire, j'avais qu'une seule préoccupation, servir le cabinet comptable par mes apports techniques, scientifiques et professionnels. Je rappelle que la technique, c'est la technique comptable, la technique juridique, la technique fiscale, qui peut avoir quelques approches particulières et qui peuvent servir à la réflexion de tous les collaborateurs, tandis que les apports professionnels, ça sert forcément à évoquer la direction d'un cabinet. En ce qui concerne ma valeur ajoutée, la valeur ajoutée, voyez-vous, le terme valeur ajoutée, c'est la richesse créée.
Alors, je vais rester modeste. Je n'ai pas l'impression d'avoir apporté une richesse démesurée dans le mémoire, mais quand même d'apporter une différence. Car vous savez que pour moi, chaque personne est riche de sa différence et vous me permettez de dire que chaque mémoire est riche de sa différence. La mienne, ben, elle se situe à la fois dans mon texte, mais surtout dans les annexes. Parce qu'il y a deux types d'annexes. Il y a des annexes qui sont là pour confirmer mon mémoire. C'est ce qu'on appelle des annexes d'apport. Et puis, il y a des annexes qui sont là pour illustrer un mémoire. Par exemple, des articles que je me suis permis de mettre dans mes annexes, qui sont là pour ce que j'appelle à titre d'information complémentaire. Donc, il y a des annexes qui confortent mon mémoire, qui expliquent mon mémoire, qui confortent donc les idées que j'ai développées. Puis, il y a des annexes qui, je dirais, sont là pour illustrer mon mémoire. Donc, les unes s'appellent des annexes d'apport, c'est les annexes proprement dit, et il y en a qui sont des annexes informatives, ce sont les articles. Monsieur, vous avez fait un mémoire, et c'est normal qu'un mémoire soit vérifié. Comment vous avez pu organiser la vérification, par exemple, de l'orthographe? Comment vous avez pu vérifier si vous n'aviez pas fait, je dirais, d'articles plagiat? Alors, comment vous avez fait? D'abord, j'ai la chance d'avoir dans mon environnement une épouse qui est a priori beaucoup plus orientée vers la littérature et le français. Et mon épouse, sans être spécialiste, a relu avec intérêt mon travail. Je me suis permis aussi de remettre mon travail à mon maître de stage qui m'a donné son point de vue que je garde pour moi. J'ai remis également mon mémoire à l'image d'un logiciel anti-plagiat qui est gratuit, qui n'est pas forcément aussi performant que celui que les jurys comme vous peuvent avoir, mais qui m'a permis de montrer qu'a priori, je n'avais fait aucun plagiat sur ce mémoire. Et j'ai vérifié aussi les dates, j'ai vérifié les textes que j'ai pu exprimer aussi bien en annexe qu'en rédaction de mémoire pour m'assurer que je n'avais pas commis. La vérification la plus forte, c'était la vraisemblance de tous les éléments que j'ai pu dire, qui m'ont été confirmés de manière positive, je répète, mais sans aller beaucoup, dans le cas de la relecture par mon maître de stage, qui est forcément important dans la réponse que je viens de formuler. Vous avez mis des études de cas en annexe. Eh bien, écoutez, il m'a semblé normal que pour justifier une nouveauté dans un mémoire, car on doit apporter, il faut se baser sur des cas réels. Alors, j'ai bâti mon cas fil rouge parce que je ne veux pas donner d'informations sur le cas, mais derrière les études de cas qui ont servi de base à mon mémoire, il y a une réalité cachée par des noms inventés, mais j'ai voulu que l'étude de cas confirme l'intérêt d'un mémoire qui doit avoir un rôle vraiment pratique. Vous parlez aussi de dossiers. Les dossiers, finalement, vous savez, mesdames, messieurs, c'est beaucoup de points communs avec les études de cas. Les dossiers, c'est en particulier pour moi le dossier le plus important d'un mémoire, c'est d'appuyer dans un mémoire un dossier qui soit le fruit d'une réalité, le fruit d'un cas pratique, mais j'ajouterai aussi qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour un candidat, c'est de s'appuyer sur un livre de procédure. Chaque cabinet comptable ou chaque cabinet de commissaire aux comptes doit avoir un manuel de procédure sur lequel on s'appuie et qui permet de pouvoir évoquer un turnover dans la part qui doit être le plus limité possible. On doit éviter d'avoir beaucoup de turnover dans un cabinet, mais quelquefois on ne peut pas empêcher, pour des raisons familiales, un collaborateur avec lequel on a énormément de points positifs de nous quitter puisque son mari ou son conjoint est nommé là-bas à quelques centaines de kilomètres. Il est évident que dans ces cas-là, il y a la possibilité. Et je fais volontiers pour ces collaborateurs, je fais volontiers, bien sûr, une chose très importante, un certificat de recommandation, en plus du certificat de travail, pour évoquer
tout ce que cette personne m'a apporté dans le cabinet et ce qu'elle est capable d'apporter à d'autres confrères. Et je serai heureux d'avoir de ces nouvelles suite à ce certificat de recommandation. Est-ce que j'ai tenu compte des observations de l'agrément? Madame, monsieur, d'abord, je tenais à vous remercier de vos recommandations et conseils, Madame, Monsieur, qui avez bien voulu agréer ma notice. Et vous avez vu que dans la note préliminaire, j'ai repris tous les conseils et recommandations que vous m'avez fait lors de l'agrément ou que vous m'avez fait lors de ma première soutenance. Et j'ai demandé volontairement à vous retrouver, car j'ai des choses à vous montrer que je n'ai pas pu vous montrer la première fois et que je serai ravi de vous montrer, bien sûr, actuellement. Alors, nous avons la responsabilité qui est actuellement donnée. Quelles sont les responsabilités les nouveautés qui sont au domaine de l'expertise et du CAC, c'est-à-dire l'évolution des métiers. L'évolution des métiers, Madame, Monsieur, pour moi, me paraît indispensable. Nous sommes les médecins de l'entreprise et le commissaire aux comptes et, je dirais, Monsieur Sécurité et Monsieur Confiance. L'expert comptable et Monsieur Relance. À travers ces expressions, je veux démontrer que l'expert comptable n'a pas utilisé toutes ses compétences. Et pourquoi? Nous avons la chance d'avoir une formation multifonctionnelle, c'est-à-dire que nous avons une formation juridique, une formation comptable, une formation financière, une formation du droit pénal, nous avons une formation de tout l'ensemble des branches du droit et nous avons forcément à développer un certain nombre de missions que nous n'avons pas forcément développées. Quand vous apprenez, par exemple, que seuls 72% des chefs d'entreprise TPE et PME n'ont pas de tableau de bord, rien qu'apprendre ça. Vous apprenez aussi que presque 50% des entreprises n'ont pas entendu parler de la RSE. C'est quand même un aveu où les conseils n'ont pas développé tout ce qu'ils savaient. Et ça, c'est quand même relativement important. Quand vous apprenez que des gens, lors de remarques récentes, ne sont pas au courant de l'évolution du nom de notre conseil supérieur qui, par rapport à cette nouvelle mandature, va changer de nom ou a changé de nom, qui s'appelle dorénavant Conseil national de l'ordre des experts comptables, et que vous parlez à des experts comptables qui vous font des yeux ronds en entendant ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'il y a un manque de suivi de l'actualité. Donc un expert comptable, comme un commissaire aux comptes, doit se former toute la vie et il doit orienter ses travaux vers des domaines qui, pour l'instant, n'étaient pas très développés. C'est les domaines de la gestion et de la comptabilité analytique. Moi, je considère que tout artisan dans le domaine de la construction, dans le domaine des services, doit avoir à sa disposition une comptabilité analytique. C'est absolument inconcevable de voir des entreprises du bâtiment pour faire leurs propositions sur une construction qui ne dispose pas de références analytiques que l'expert comptable est capable de mettre en route. Donc il y a tout un pavé sur lesquels nous devons bien sûr développer. Nous parlons maintenant, mais est-ce que la responsabilité civile de l'expert comptable, d'après vous, monsieur, madame, est-elle bien assurée dans toutes les missions que vous avez proposées? Tout d'abord, madame, monsieur, j'aimerais vous rappeler qu'il y a 3 types de responsabilités. Il y a la responsabilité civile d'un homme ou d'une dame, ou d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable. C'est tous les dommages que toute personne peut occasionner à d'autres personnes et qu'il faut bien sûr indemniser. Et bien sûr tenir compte du lien entre le fait, la cause et la loi. Ça, c'est la responsabilité civile à laquelle tout expert comptable et tout commissaire aux comptes doit, pour s'inscrire à l'ordre ou à la compagnie, apporter la preuve de son assurance responsabilité civile. En principe, la responsabilité civile assure, en cas d'erreur du cabinet comptable, assure l'indemnisation
du client qui se trouve en dommages et intérêts à travers l'erreur du cabinet, que ce soit du collaborateur ou de l'expert. C'est toujours la direction du cabinet qui est responsable, forcément. Par contre, il y a une autre responsabilité. C'est les infractions qu'on peut commettre par rapport à la loi. C'est la responsabilité pénale. Là, je suis désolé, les amendes ou la peine de prison, on ne peut pas se couvrir par une responsabilité. Donc ça n'a rien à voir avec la couverture. Vous assumez vos infractions et vous devez bien sûr faire face aux amendes ou malheureusement aux peines de prison qui peuvent arriver. Puis il y a une troisième responsabilité, aussi bien du côté des commissaires que du côté, bien sûr, des experts, c'est la responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire les règles déontologiques que tout commissaire aux comptes ou tout expert comptable doit. Alors, il y a des barèmes en cas d'infraction, entre guillemets, ou en cas de non-respect des règles disciplinaires, qui peuvent aller par l'interdiction temporaire, d'abord un blâme, qui peuvent aller pour une interdiction définitive, donc radiation. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais savez que c'est très important. Alors, il est évident que là, vous avez des choses qui s'appellent responsabilité pénale. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité pénale ne peut pas être couverte par une assurance. Seule la responsabilité civile peut être couverte par une assurance. C'est ce que j'ai répondu. Mais vous savez aussi qu'un expert comptable doit faire preuve d'humour et que l'humour, c'est un moyen à la fois de rassurer, un moyen aussi de pouvoir convaincre davantage. Quelquefois, il y a un manuel que je vais vous envoyer tout à l'heure, 5 minutes pour convaincre. 5 minutes pour convaincre et vous verrez les petits détails qui vous sont donnés. Alors, je suis avec intérêt les commissions de travail qui ont intéressé mon sujet sur le Conseil supérieur et la Commission nationale. Alors moi, je félicite deux choses. Je félicite tout d'abord le Conseil des experts comptables pour la richesse de l'information qu'il nous fournit régulièrement par deux documents importants. Le document qui s'appelle la revue hebdomadaire SIC, qui nous donne d'abord la vie de l'ordre et tout ce que fait l'ordre et en même temps des articles très bien écrits par des professionnels qui sont pour la plupart membres du jury, et surtout la revue française de comptabilité, qui sont deux travaux absolument formidables. Derrière ces grandes réalisations, le Conseil supérieur a créé de nombreuses commissions, dont une est liée exactement sur le plan social. Il y a des commissions sociales, fiscales, digitales, patrimoniales. Il y a des commissions qui sont susceptibles de nous accueillir et de participer à ces travaux. Donc, il y a vraiment des réunions présentielles ou malheureusement à distance avec la pandémie qui m'ont permis de renforcer mes connaissances au niveau de l'ordre des experts comptables. Et j'avoue que connaître l'ensemble des commissions, c'est facile. Vous allez sur le site du Conseil supérieur et vous avez le détail de toutes les commissions qui sont à notre disposition. Il y a des commissions qui sont relativement susceptibles d'avoir énormément de monde pour l'instant. C'est la commission sociale et fiscale. Mais il y a une troisième commission qui commence. Il y a la commission aussi des intérêts des entreprises publiques et des mandats politiques, c'est-à-dire pour le député, pour les conseillers départementaux, pour tout un ensemble d'élections, où il y a une commission affaires publiques qui permet de pouvoir s'enrichir des expériences et des recommandations de ces confrères qui ont une très grande expérience. Au niveau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, je salue, mais je salue avec toute ma sincérité, le brio de la commission de formation. Monsieur Olivier a encore apporté plus d'intérêt encore à la formation tout au long de la vie. Moi, je suis vraiment, en tant que candidat ici devant, j'ai peut-être un âge qui laisse apparaître quand même encore beaucoup d'années d'exercice, mais je suis
tout à fait d'accord que nos professions, commissaires ou experts, nous devons nous former en permanence tout au long de la vie. Et la Commission nationale des commissaires aux comptes nous donne des moyens par des webinaires gratuits pour une grande majorité et payants avec une faible participation qui tourne autour de 125 €, le moyen de nous former au nouveau contrôle. On a même des formations qui sont communes au niveau des experts et des commissaires. C'est l'exemple de l'évaluation d'entreprise, c'est l'exemple de la RSE, c'est l'exemple de l'examen de conformité fiscale, sachant que les commissaires aux comptes ont dit avec beaucoup d'élégance qu'ils n'allaient pas chercher à faire de l'ECF un cheval de bataille. Moi, s'en faut, ils considèrent que l'ECF est beaucoup plus important pour les cabinets comptables que pour les éléments relatifs au commissariat aux comptes. Alors, vous me posez la question, votre mémoire, monsieur, a été déposée le 31 août dernier. Et depuis, on est aujourd'hui le 15 novembre ou le 22 novembre, et il y a eu beaucoup de mois qui se sont déroulés depuis. Est-ce que vous avez noté des changements par rapport à ce que vous avez écrit dans votre mémoire? Madame, monsieur, je vous remercie de cette question et j'ai le plaisir de vous remettre un élément complémentaire qui représente en quelques pages très condensées les changements qui ont pu marquer ce que j'ai écrit dans mon mémoire à la date du 31 août. Je peux vous les commenter si vous voulez. Oui, il y a eu quelques modifications d'ordre législatif qui ont pu éventuellement être en évidence dans les changements importants que j'ai pu noter pour, bien sûr, vous permettre d'avoir les informations. Pouvez-vous faire une approche sur les risques de votre sujet? Pourquoi vous ne l'avez pas fait lors de la démarche de votre mémoire? Madame, monsieur, je suis très surpris de votre question, mais en même temps très honoré. Cette question, en effet, m'amène à vous évoquer que de plus en plus dans nos cabinets comptables, pour sécuriser nos travaux, pour améliorer les rapports avec nos clients, nous développons ce qu'on appelle la cartographie des risques. Et nous faisons une cartographie des risques pour énormément de tout ce qui est à notre catalogue. J'ai peut-être pu parler de la cartographie des risques. À vos yeux, je n'ai pas évoqué la gestion des risques telle que vous le souhaitez. J'en suis meurtri, mais sachez que le mot cartographie des risques ou la démarche risque est pour nous un élément habituel. Vous avez parlé tout à l'heure du partage avec d'autres professionnels, que vous avez des relations avec les avocats et les notaires. Eh bien, écoutez, madame, monsieur, dans notre cabinet, nous sommes en permanence en contact avec des partenaires habituels avec lesquels nous travaillons parce qu'on ne peut pas être compétent sur tout, avocats et notaires. Mais figurez-vous que nous avons suivi avec intérêt la loi Macron de 2015 qui parlait de mettre en place une société pluriprofessionnelle, mais avec la pandémie et la complexité autour de la pandémie, et surtout avec les risques que cela génère au niveau des entreprises, il apparaît de plus en plus intéressant de créer des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Et nous sommes en train actuellement, avec le cabinet, pas moi parce que je ne suis pas expert comptable, avec le cabinet est en train de faire des réunions de formation pour renseigner davantage sur l'intérêt avec des représentants d'un cabinet d'avocats, avec les représentants du cabinet de notaire, de faire, je dirais, une SPE qui, a priori, comporterait ces trois professions, experts, avocats et notaires. Et je suis persuadé à travers la réalité. D'ailleurs, vous avez un exemple que j'ai trouvé très intéressant,
C'est M. Flabot qui est le vice-président du Conseil supérieur et qui est responsable d'un cabinet de taille, je dirais, très importante, Fideliance, qui vient de créer une SPE avec un gros cabinet d'avocats parisiens. Voilà un exemple qui justifie l'intérêt, madame, monsieur, de la SPE. Pourquoi pouvez-vous nous faire une synthèse rapide de la première partie de votre mémoire? Oui, madame, monsieur, il est évident que la première partie d'un mémoire a toujours l'inconvénient d'être une partie descriptive. Mais là, j'ai voulu qualifier la description de technique. J'ai voulu aussi, comme on appelle vulgairement, planter le décor de mon étude. Donc, j'ai parlé, bien sûr, de mon pays, j'ai parlé du rôle et de la loi qui préside à mon sujet. Donc, j'ai voulu apporter déjà une description technique des éléments nécessaires à mon mémoire et tout de suite, j'ai mis en évidence le rôle important soit du commissaire aux comptes, si c'est un mémoire commissaire aux comptes, soit, bien sûr, de l'expert comptable. Il m'a paru intéressant de pouvoir apporter des éléments économiques, des éléments juridiques, des éléments pratiques pour permettre de mieux dérouler la suite de mon travail. Quel est le coût pour un cabinet comptable des missions proposées? Madame, monsieur, il est évident que selon le niveau d'intervention de chaque collaborateur du cabinet par rapport à l'aide ou l'assistant cabinet jusqu'au chef de mission et en plus de l'expert comptable, il y a des barèmes qui sont appliqués pour toute mission. Et chez nous, le barème va de environ, je vous donne comme ça, sans entrer dans trop de détails, de 60 € à 250 voire 300 € pour des missions qui nécessitent une technicité importante. Je vous rassure, je suis en province. Sur le plan parisien, quand je vois les honoraires de certains commissariats aux comptes, je peux avoir, je n'ai pas peur de vous le dire, quelques problèmes et je peux subir, je dirais, quelques éléments qui me mettent en infériorité. Mais je vous parle avec intérêt, puis je vous dis une chose qui est fondamentale pour un cabinet, qui doit être bien chaussé, c'est que nous avons une comptabilité analytique qui s'étoffe de jour en jour et qui nous permet d'avoir le prix de revient de tous nos collaborateurs sur chaque dossier grâce à cette comptabilité analytique. Alors, quels sont vos apports pour... Est-ce que vos apports sont-ils vendables auprès d'un client? Il est évident, madame, monsieur, que de plus en plus, nous devons être capables de vendre des conseils. Et c'est là où nous avons quelques faiblesses. Parce que bien souvent, on accompagnait un travail qui se mesurait à travers les documents comptables, la déclaration fiscale. Là, le client peut s'apercevoir de ce qu'on a fait. Mais quand on passe une demi-heure pour parler, par exemple, du changement possible de son régime matrimonial, on ne facturait pas cette heure qu'on avait passée, alors qu'on avait quand même apporté des réflexions positives pour permettre au couple qui était devant nous de pouvoir réfléchir à un changement de régime matrimonial ou un changement de structure juridique. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de dire qu'un cabinet comptable n'est pas bénévole et qu'un cabinet comptable, il doit avoir un catalogue de tout ce qu'il fait et dans ce catalogue, il doit être capable de vendre des conseils. C'est la grande innovation que nous entendons depuis un certain nombre de choses. Nous avons suivi avec intérêt dans le cabinet tous les congrès. D'ailleurs, nous sommes toujours inscrits et l'un d'entre nous est toujours présent au congrès. Et pour les autres, on a bien sûr le moyen de prendre à distance les congrès et nous faisons une réunion au moins une fois par semaine pendant 1 heure sur un des thèmes du congrès. Depuis le mois d'octobre où s'est déroulé le congrès, nous avons travaillé d'abord sur un thème du congrès, c'est le full service. Nous avons travaillé sur un thème du congrès qui est l'ECF. Nous avons travaillé sur un thème du congrès qui était également le problème de l'analyse de l'épargne salariale et de sa volonté de la développer. Et nous avons programmé jusqu'à la fin de cette année
un certain nombre de réunions d'une heure qui, pour la plupart, sont dirigées ou animées par un expert comptable ou par un chef de mission qui a pu aller éventuellement au congrès. Et ça, c'est quand même relativement important. Quels sont les points forts et les points faibles de votre mémoire? Avec beaucoup de réticence, je dirais que le point faible de mon mémoire, c'est que j'ai dû le limiter à 100 pages. Ça, c'est mon point faible. J'aurais pu développer davantage ce travail, mais j'ai pas, je vous rassure, je n'ai pas du tout l'intention de faire un doctorat. Les points forts de mon mémoire, c'est les 3 mots forts que je vais vous rappeler de mon mémoire. Ça, je considère qu'à travers ces 3 mots, j'ai forcément trouvé l'essentiel des points que j'ai voulu apporter. Qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur, un outil d'un mémoire? Un outil d'un mémoire, madame, monsieur, c'est par exemple un tableau Excel que j'ai fait pour calculer, par exemple, l'épargne salariale, pour calculer l'intéressement. La plupart des outils sont des outils qui ont été créés par le soin d'un mémorialiste et qui permettent d'enrichir les procédures d'un cabinet comptable. À vous de compléter s'il y a d'autres questions que vous redoutez. Quelle différence entre un mémoire et un rapport de stage? Un mémoire, c'est une construction de choses nouvelles. Un rapport de stage, c'est expliquer ce qu'on a vu. Donc là, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, quand vous regardez nos examens précédents, le rapport de stage du DCG, c'est vraiment raconter ce qu'on a vu. Tandis que le rapport d'un DSCG, c'est voir ce qu'on a vu, mais d'approfondir une question qui vous a intéressé dans votre stage DSCG. Par exemple, faire une étude sur l'amortissement du fonds de commerce, voilà une étude que vous avez approfondie, chose qu'on ne demandait pas forcément au DCG. C'est-à-dire que l'aspect innovant se trouve dans un rapport de DSCG, chose qui n'était pas forcément exigée par rapport au DCG. Voilà rapidement fait le tour des questions pour l'UV3. J'aimerais revenir maintenant sur mes conseils au niveau rapide de l'UV1. L'UV1, c'est de relire au moins 4 fois d'ici mardi matin le Carédec 1 et 1 bis de Carédec 1 de éditions L'Exteaso, qui sont les meilleurs manuels. Et ensuite, pour éviter de perdre votre temps, de vous éparpiller, c'est de relire les corrigés officiels que vous avez sur la revue française de comptabilité 2 mois après la date de l'examen, 2 à 3 mois. Vous regardez les revues françaises, vous avez le corrigé effectué par les rédacteurs. C'est formidable. Alors, il y a tous les 3 ans, j'ai constaté par expérience, on revient sur des questions avec la législation 2021, on revient sur des questions qui ont été posées 3 ans auparavant. Je vous demande, les amis, de regarder les sujets et corrigés de l'épreuve 2018 qui se trouvent dans un premier temps sur le mois de juin ou juillet 2018 ou sur le mois de janvier 2019. De relire les questions qui ont été posées en 2018 pour le CAC et les expertises comptables, et vous avez au moins 5 questions qui vont revenir le 16 novembre. Le 16 novembre, le matin à 10h30, c'est que le candidat a appris, comme s'il avait fait son catéchisme, il a appris par cœur la déontologie des commissaires aux comptes, la déontologie des experts comptables. Il a relu la déontologie des experts comptables. Il a relu, parce qu'il se dit, si j'ai 18, je gagne 8 points, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise pour l'UV2. Pour le mémoire, il me faut 10. Donc, il n'y a pas de problème, je dois avoir ma moyenne. Mais là, en UV2, il ne faut pas que j'ai moins de 6. Ça, c'est une chose que je ne peux pas avoir. Pourquoi je ne peux pas avoir moins de 6? Parce que, premièrement, pour l'UV2, on arrive à ça. Vous avez préparé un lexique documentaire le plus détaillé possible. Je vous rappelle que certains de mes candidats ont fait jusqu'à 8000 lignes et forcément ont eu la moyenne, parce que dans les 8000 lignes, il y avait forcément des lignes qui correspondaient
a priori, à peu près à la réponse demandée. Je dis bien a priori, parce que les corrigés officiels vous disent toujours qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Il faut voir l'intérêt du bon sens du candidat. Ça, c'est pour ça qu'il y a quelquefois des différences de notes entre les deux correcteurs, alors que normalement, en épreuve de compta, il ne doit pas y avoir de différence de points. Mais là, il y a des différences puisqu'on laisse au jury une interprétation. Donc, il n'y a pas qu'une seule réponse dans beaucoup de questions. C'est pourquoi votre lexique documentaire, c'est le travail numéro 1 à respecter. Deuxième conseil, c'est de savoir lire l'énoncé et de préparer votre feuille de brouillon. C'est-à-dire que s'il y a 3 dossiers, vous faites 3 feuilles, soit recto verso, mais 3 feuilles pour marquer dossier 1, dossier 2, dossier 3, et vous mettez le nombre de points et traduisez ce nombre de points en minutes. Et vous vous imposez de respecter les minutes et surtout, vous commencez par le dossier qui vous paraît le plus accessible pour gagner du temps, parce que le temps des 4h30, c'est pour vos recherches et votre rédaction à la fois. Ce n'est pas simplement pour rédiger les 4h30, c'est pour votre rédaction. Donc, vous avez une demi-heure pour la lecture et la relecture du sujet, et après, vous avez 4 heures pour la rédaction. 4 heures, ça fait 240 minutes, ça fait 12 minutes par point. Si vous ne respectez pas cette rigueur de points, vous allez à la catastrophe. Et vous lisez rapidement. Parce que lire à tête reposée pendant 3/4 d'heure l'énoncé, c'est ridicule. Il faut que vous sachiez, en lisant rapidement les énoncés des dossiers, savoir par quoi vous allez commencer. Et une fois que vous avez décidé de commencer par le dossier 2, c'est là où vous allez lire avec attention le dossier 2. Mais pas tout de suite. Il faut, dans un premier temps, chercher à gagner des points et gagner du temps. Donc, il faut lire rapidement les 3 dossiers ou les 2 dossiers ou les 4 dossiers et commencer par le dossier qui vous paraît le plus accessible pour gagner des points et gagner du temps. Supposons que vous commenciez par le dossier 2, qui est sur 6 points. Il est 14h21. Vous commencez à faire le dossier 2. Mais le dossier 2, vous allez le composer sur une feuille à part, vous allez marquer votre nom, prénom, mais ça sera le dossier 2, parce que la première feuille que vous allez remplir, c'est la feuille qui va correspondre à votre sommaire, où vous allez marquer dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, dossier 3, page un tel. Parce que vous allez vous organiser pour que la copie que vous allez rendre laisse apparaître au correcteur que vous avez respecté l'ordre des questions posées et non pas commencer par le dossier 2, ensuite faire le dossier 3, ensuite faire le dossier 1. Non, on commence par le dossier 1, mais attention, si vous avez commencé par le dossier 2, vous avez pris une double feuille, vous avez marqué dossier 2. Vous savez comme moi que le dossier 2, par rapport au nombre de points, on considère que un point, c'est une page et demie au maximum. C'est-à-dire un point, non, c'est même pas, c'est 3/4 de point. Une page, pardon, j'ai dit une bêtise, une page, c'est 3, un point, c'est 3/4 de page. Donc, vous voyez, pour 6 points, 6 fois 3/4, vous voyez comme moi, ça fait à peu près 4 pages. Donc, 4 pages pour le dossier 1, par page, il y a 4 pages. Vous voyez comme moi, vous devez arriver au maximum avec le sommaire, introduction et conclusion. Vous devez arriver au maximum à 16 pages. Parce qu'on ne demande pas, les amis, que vous remplissiez. Pensez au jury qui a besoin d'avoir l'essentiel et non pas de raconter une histoire que vous avez trouvée dans le memento pendant 12 pages et que vous avez recopié le memento. C'est ridicule. Moi, j'ai mis des 1 à des copies qui avaient 36 pages, dont 35 pages hors sujet. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Faites l'essentiel. Les corrigés officiels vous donnent l'essentiel et ne vous donnent pas l'occasion de remplir et de remplir et de remplir. Rappelez le thème de la question et écrivez bien, correctement. Et commencez par le dossier 2. Une fois que vous avez commencé par le dossier 2, au lieu de mettre 60 minutes, vous avez mis 40 minutes. Donc, vous avez gagné 20 minutes. Vous commencez le dossier 1
pour lequel il y a 72 minutes de prévu, vous mettez l'heure du commencement sur le dossier 2, vous avez commencé à travailler à 15h02, eh bien vous mettez à quelle minute il doit se terminer, 15h22 par exemple, ou 16h22, vous ne devez pas aller au-delà de 16h22 pour arriver à 18h30 à avoir rempli toutes les questions sans exception, même si vous savez que l'une des questions n'a pas été traitée aussi largement que vous le souhaitez. Mais surtout, ne pas faire un dossier, c'est aller à la catastrophe, c'est aller en dessous de 6, et ça c'est malheureux, mais je ne peux pas imaginer, avec tous les conseils que je vous ai donnés, que vous ayez un dossier inférieur à une note de 6. Ce n'est pas possible. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui l'ont, les pochettes Corroy qui doivent intervenir également dans votre lexique documentaire à une bonne place, surtout une pochette qui sera exigée cette année, que vous pouvez encore acquérir par Internet en vous recommandant de moi. Il y a une pochette sur laquelle je considère qu'il y aura énormément de réponses à donner mardi après-midi, c'est la pochette 4 DSCG chez Corroy. Corroy, vous mettez édition Corroy, vous l'avez directement et vous l'avez directement un quart d'heure après sur votre ordinateur, que vous allez imprimer un certain nombre de choses pour que vous ayez la possibilité, demain pour certains d'entre vous, d'aller à l'imprimerie pour photocopier, ou alors vous allez chez les libraires les plus connus de la planète qui sont en France, hein, les grands libraires, et vous allez les pochettes Corroy chez ces grands libraires-là qui sont ouverts aujourd'hui pour avoir la pochette 4 au minimum avec son corrigé et ses énoncés. Parce que quand vous n'avez pas l'énoncé, vous êtes troublé. Alors je termine par mes thèmes favoris. Je vous les donne et je vous les répète. Les thèmes favoris pour moi sont la réévaluation libre, le crédit d'impôt recherche, les entreprises, responsabilité sociétale des entreprises. Je vous ai dit également l'épargne salariale. Je vous ai dit également une chose, les associations, et je vous ai dit également les missions des commissaires aux comptes qui sont dans la revue française de comptabilité. La revue française de comptabilité des 3 dernières années, 2019, 2020 et 2021, et écoutez bien ce que je vous dis, comporte 50% des réponses pour mardi matin. Et je dirais que les autres 50% se trouvent où? On le verra demain en révision, dans Actuel Expert Comptable, il n'y aura pas grand-chose à photocopier, et il y aura également la revue fiduciaire comptable. Avec ces 3 revues que je viens de citer, plus les petits bouquins qui sont là pour vous aider à répondre rapidement de compta, de fiscalité et de droit des sociétés, chez Nathan et chez Fouché, ces 3 petits bouquins-là sont largement suffisants, avec le code de commerce où vous mettez des postiches autour de l'article 820 et compagnie, et vous avez aussi audit et compta. Audit et compta, vous recherchez les procédures d'audit légal, les procédures d'audit contractuel, vous faites des postiches pour préparer votre bouquin audit et compta, à vous aider à trouver rapidement les réponses. Et vous regardez les questions qui arrivent souvent, vous regardez le sommaire d'audit et compta, et vous faites des postiches en mettant les noms sur le bouquin pour aller plus vite pour rechercher les pages qui seraient certainement les plus intéressantes pour répondre à des questions de commissariat aux comptes. Voilà, mes chers amis, auditeurs de Francis et de DFT Formation. Voilà pour ceux qui me regarderont sur YouTube, les conseils en ce 14 novembre que j'ai voulu vous apporter. Je vous remercie pour ceux qui sont avec moi depuis des mois et qui vont gagner cette semaine leur DEC, j'en suis certain. Je vous donne rendez-vous à ceux qui passent la soutenance demain, ce soir, dimanche soir, entre 19 et 20h30 pour les 3, et demain matin, dès 7h30, je crois, j'ai prévu, c'est marqué mémorialiste sur mon doodle, et je donne rendez-vous lundi après-midi à 17h30 jusqu'à 20h pour les UV2 et l'UV1, et en particulier UV2, et je donne rendez-vous à 7h30 jusqu'à 8h30, vous allez voir comment je travaille, pour vous donner un moral à toute épreuve pour gagner cette journée du 16 novembre. Comptez sur moi,
Sachez que j'ai confiance en vous. Ayez confiance en mes conseils. Merci de votre écoute et à très bientôt.